Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage dans la grande halle de Courdon, tout près de Clermont-Ferrand. Alors, pourquoi l'élevage s'exporte de mieux en mieux? Et ça tombe bien parce qu'au sommet de l'élevage, on a misé très tôt sur l'international. Pour en parler, je suis en compagnie de Benoît Lalalloy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable international du sommet de l'élevage et juste face à vous, Marc Gambarotto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de France Limousin Sélection. Alors tout d'abord, quelques chiffres clés sur la race. La race limousine aujourd'hui en France, c'est 1 200 000 vaches mères, ce qui fait à peu près 2,5 millions de bovins. Et sur ces 2,5 millions, on a à peu près 100 000 vaches qui participent au programme d'amélioration génétique de la race. Benoît Lalalloy, quelques chiffres clés. Sur le salon, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. Exactement, donc on verra en fin de journée si ça se confirme. Mais aujourd'hui, donc le sommet de l'élevage, c'est déjà plus de 1450 sociétés exposantes, 2000 animaux également en concours et en présentation. Donc ça, c'est du ferme assuré. Et quant aux visiteurs, au vu des chiffres des 2 premiers jours, on est sur une forte progression. Donc voilà, je préfère vous donner les chiffres finaux ce soir, mais voilà, les 2 premiers jours étaient vraiment excellents et battent tous les records depuis 26 ans, depuis la création du salon. Donc on est sur la bonne voie en tout cas. Alors c'est vrai que le sommet de l'élevage, depuis une quinzaine d'années, c'est un véritable outil pour aider justement à la promotion des races à viande. Oui, bien sûr, si ce n'est pas la plus belle, c'est une des plus belles vitrines de l'élevage français. En tout cas, c'est notre ambition. Donc je vous ai dit, 2000 animaux, 70 races, un concours national limousin exceptionnel encore cette année. Et puis surtout, on a un écrin là, avec la Grande Halle d'Auvergne et le Zénith maintenant depuis 2 ans. Et voilà, qui fait tout l'éclat du sommet de l'élevage. Donc c'est vrai que c'est une excellente vitrine et encore une fois, sans être trop modeste, certainement la plus belle de France. Ouais. Alors, on a pu voir des délégations. Moi, j'ai discuté hier justement avec une délégation iranienne. Les pays qui étaient invités, c'était? Oui, donc tous les pays du monde sont invités, hein, plus de 80 pays représentés, mais c'est vrai que cette année, nous avons souhaité mettre l'accent sur l'Iran, qui est notre pays à l'honneur. Donc pourquoi? Parce que c'est un grand pays, déjà tout simplement, hein, 80 millions d'habitants, donc un énorme potentiel déjà de consommateurs, et un grand pays d'élevage, principalement de petits ruminants, mais donc ovins caprins, également de bovins laits. Et avec la levée de l'embargo il y a 2 ans, donc on s'est dit, ne ratons pas le train. Un pays fort potentiel, il y a des moyens financiers avec les réserves de pétrole, de gaz, etc. Donc c'est un pays quand même intéressant. N'attendons pas que tous les pays concurrents soient sur le marché, essayons de nous positionner. Donc nous, en tant qu'organisateurs de salon, bien sûr, on n'a rien à vendre. Donc on souhaitait faire la promotion du sommet pour que les visiteurs, les investisseurs iraniens viennent au sommet de l'élevage rencontrer nos exposants, nos entreprises françaises. Et puis, espérons-le, nous des contacts et signent des contrats. Alors c'est vrai qu'on a vu aussi beaucoup de délégations africaines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une véritable mutation. Oui, l'Afrique, il y a une grosse demande du continent africain là, pour se développer, pour développer leur agriculture, leur alimentation. Tout le monde sait que la croissance démographique est très importante sur ce continent. Il y a une forte pression migratoire. Donc l'idée des gouvernements, c'est d'essayer de maintenir les populations dans leur pays et notamment dans le monde rural, puisque les 3/4 des Africains quand même vivent dans le monde rural. Et pour cela, il faut les aider à développer leur agriculture. Donc ils viennent au sommet de l'élevage comme ils iraient dans un supermarché, chercher de la génétique, chercher des équipements, des technologies, voilà, pour les aider à progresser et à développer leur agriculture et leur sécurité alimentaire. Ça veut dire, pour bien comprendre, limiter peut-être les cultures de rente que l'on exporte, privilégier l'élevage qui sert localement. Exactement. Et maintenir encore une fois les populations locales dans leur pays, dans leur contexte, plutôt que de les voir partir, contraints à partir leur pays tout simplement pour raisons alimentaires. Marc Gambarotto, les questions sont simples. Est-ce que nous sommes les meilleurs ou pas, tout du moins en allaitant? Alors en allaitant, il n'y a pas de discussion aujourd'hui sur le marché mondial. La génétique française est la meilleure. Pratiquement tous les éleveurs du monde le reconnaissent, puisque la France est le berceau des grandes races allaitantes. Et partant de là, aujourd'hui, on a vraiment une génétique de très très haut niveau. Mais là où on est franchement mauvais, c'est dans le soutien à l'exportation. Il y a des progrès à faire là-dessus. Oui, il y a des progrès à faire mais je pense que les problèmes sont liés à nos structures. Aujourd'hui, on privilégie en France, et tout le monde s'en félicite, des structures familiales, avec des
des infrastructures relativement faibles. Et à partir de là, dès qu'on veut s'attaquer aux marchés mondiaux, il faut qu'on ait des aides voilà, extérieures aux entreprises parce que les entreprises n'ont pas une taille suffisante. Vous avez rencontré Emmanuel Macron, vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que les ambassadeurs et toutes leurs équipes dans les différents pays devaient devenir des vrais VRP des productions françaises, de l'élevage bien sûr, mais aussi de toutes les autres produits, puisqu'on s'aperçoit que quand on est confronté dans des grands pays, en particulier de l'Est, que les ambassades des pays anglo-saxons en particulier ont une politique très agressive et de soutien très très marqué à leurs producteurs, alors qu'en France, on privilégie plutôt la diplomatie au commerce. Je vais aller plus loin. Ça veut dire que quelque part, quand vous parlez de vaches aux ambassadeurs, ils vous regardent un peu de haut. Ils préfèrent plutôt vendre des Airbus plutôt que de l'agroalimentaire? Oui, c'est peut-être plus facile d'identifier un acheteur d'Airbus que d'identifier des dizaines et des dizaines d'éleveurs, parce que voilà, pour faire l'équivalent d'un contrat d'un Airbus, il faut vendre beaucoup de vaches et à beaucoup d'éleveurs. Donc la problématique n'est pas la même. Il faut vraiment faire un travail de terrain, de recensement. Voilà, et les équipes des ambassades aujourd'hui ne sont peut-être pas tout à fait habituées à ce travail-là. Si on regarde un peu on se remet en cause un peu côté producteur, on est essentiellement producteur, on n'a peut-être pas cette fibre commerciale aussi qui doit animer beaucoup plus, qui est beaucoup plus présente dans d'autres pays? C'est vrai qu'il y a une notion de culture déjà. Je pense que nos amis anglo-saxons ont toujours eu un dynamisme plus important par rapport au commerce. Et c'est vrai qu'en France en particulier, on a pendant très très longtemps eu la culture de la production. Voilà, et je pense qu'on a un grand savoir-faire en matière de production et on a souvent confié la commercialisation à d'autres personnes. Et on s'aperçoit aujourd'hui que alors sur le marché national ça va, mais quand on est en concurrence au niveau des marchés internationaux, la donne change et il faut vraiment être beaucoup plus agressif que ce qu'on l'est aujourd'hui. Bruno Le Maire, quand il était encore ministre de l'Agriculture, ici nous disait, mais attention, en élevage, des fois on a du mal à pouvoir grouper les animaux pour répondre à des marchés internationaux importants, des appels d'offres. Toujours vrai? Un petit peu, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a privilégié en France l'agriculture familiale, voilà, des structures à taille humaine. Et je pense qu'on s'en félicite pour beaucoup d'aspects. Par contre, effectivement, pour passer un contrat de 1000, 2000, 3000 génisses, voilà, si vous êtes aux États-Unis, avec 2 ranchs, vous pouvez approvisionner le marché. En France, si vous voulez trouver 1000 génisses, il faut au moins 50 ou 60 éleveurs. Quand on regarde un peu ce qui se fait en Australie, quand on regarde ce qui se fait aux États-Unis, on a l'impression aussi qu'on a des techniques commerciales qu'en France, on n'a pas encore. Est-on capable de mettre 3000 animaux chez un client en leur disant « testez et vous payerez après » ? Malheureusement non, voilà, et on est confronté effectivement dans certains pays à ça où voilà, des Américains ou des Australiens disent voilà, essayez nos produits et quand vous testez-les et ensuite vous nous les achèterez ensuite. Et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire notre organisation voilà, familiale, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'investir, parce que c'est de l'investissement, d'investir dans ces pays en disant voilà, on vous met à disposition des animaux pendant un an et dans un an, déjà vous paierez ce qu'on vous a mis à disposition et vous nous en achèterez d'autres. Aujourd'hui, nous, on a un modèle économique qui nous demande de valoriser directement les animaux qu'on vend. Benoît Delalloy, vous partez souvent à l'étranger, puisque c'est aussi votre métier. Est-ce que vous sentez qu'effectivement, en France, on peut jouer à jeu égal face à l'Angus, par exemple, qui historiquement était présent dans tous les pays de Commonwealth? Oui, je rejoins tout à fait Marc sur ce qu'il a dit. C'est vrai que c'est difficile. Juste pour compléter, donc il a tout à fait raison. Mais l'État aussi a sa responsabilité, les banques, les systèmes d'assurance, parce que quand on parle de crédit export, il faut que derrière, voilà, des sociétés export comme la COFAS, bon, bien sûr, garanties par l'État, suivent. Les éleveurs tout seuls ne peuvent pas endosser la responsabilité de fournir des animaux et d'attendre 3-4 ans avant d'être payés. Donc il faut derrière que tout le système suive. Effectivement, sur les grands salons internationaux, on voit beaucoup la race Angus, très très bien organisée, race mondiale par excellence.
et qui arrivent comment dire, les frontières en fait s'estompent de la race. Il y a une grande fédération internationale et ils arrivent à jouer collectif sur des marchés comme le Kazakhstan, comme la Russie. Et c'est vrai que nous-mêmes, souvent, on a malheureusement encore ça change, mais entre nos propres races françaises, à y aller un petit peu chacun en solo, un petit peu en concurrence des fois, ou parfois même nos races se retrouvent en concurrence avec la race limousine allemande ou autre qui va être sur le même salon, alors que les Américains, les Australiens arrivent parfois à dépasser tout ça. Ils ont un pavillon Angus et à l'intérieur, on va retrouver les associations australiennes, canadiennes, américaines qui font enfin qui jouent en commun, j'allais dire, sur ce marché. Et nous, on arrive plutôt en ordre dispersé bien souvent. C'est ça un peu ce qui est dommage. Et ça nous embête d'autant plus que voilà, aujourd'hui, quand on compare la qualité des animaux et le rendu des animaux, on sait que les animaux français sont beaucoup plus performants. Et j'en veux pour preuve que, justement, si on parle de nos amis Angus, aujourd'hui, ils ont pratiquement disparu de la Grande-Bretagne alors qu'ils étaient originaires. Et aujourd'hui, c'est des races françaises qui sont utilisés en Grande-Bretagne. Par contre, ils ont bénéficié effectivement de leur réseau et en particulier de l'ancien Commonwealth pour se propager, si je puis dire, aux quatre coins de la planète. Et ensuite, ils ont effectivement des méthodes de marketing, si je puis dire, qui sont plus performantes que les nôtres. Qu'est-ce qu'il faut pour changer? Allez-y. Non, c'était juste, effectivement, tout à fait. Et ils vont plus loin. Moi, j'ai vu, comme en Roumanie, par exemple, la race Angus, comme dit le Marc, ils proposent les animaux, mais jusqu'à la boucherie. Ils organisent toute la filière. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'ensuite, ils contractualisent avec les éleveurs pour racheter les animaux, pour les commercialiser. Voilà, ils ne font pas uniquement de la vente de génétique. Ils vont jusqu'au produit final, jusqu'à l'étal du boucher. Donc c'est vraiment très, très bien organisé. C'est vrai que même si nos races, encore une fois, on le dit, d'un point de vue génétique, sont certainement meilleures et plus productives, en termes de marketing, il faut avouer que là, les anglo-saxons ont quand même une longueur d'avance. Alors, un des thèmes dont on a beaucoup parlé ici sur le plateau TV Agri, c'est effectivement le CETA, enfin les accords du CETA, le Mercosur, ça a été une actualité qui est forte. On a l'impression qu'on fait des accords avec des pays comme par exemple le Canada, alors que par contre, il y a des pays qui demandent justement d'acheter l'élevage, et là, par contre, on n'est pas du tout dans cette logique. Est-ce qu'aujourd'hui, on sous-estime l'Iran, les pays de l'Est, peut-être la Chine, même s'ils ont, les Chinois, des difficultés passées souvent du discours à l'acte? Disons, je pense qu'aujourd'hui, on privilégie des accords où l'agriculture est la monnaie, enfin, la variable d'ajustement. Voilà. Si aujourd'hui on a fait un CETA avec le Canada, c'est pas pour l'agriculture, c'est pour tout le reste. Et ensuite, ça pose des problèmes à l'agriculture. Voilà. Et aujourd'hui, on ne va pas chercher un accord avec l'Iran ou d'autres pays parce qu'il n'y a pas d'intérêt sur les autres productions ou sur l'industrie, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les grands accords internationaux, ils se passent d'abord sur des produits manufacturés. Et ensuite, l'agriculture est souvent la variable d'ajustement et malheureusement souvent à notre détriment. Alors on va regarder un peu, juste pour finir, quelques facteurs d'inquiétude pour votre marché. La viande artificielle, il y a quelques années, tout le monde disait non, non, ça n'existera pas, etc. Sauf qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis sur la viande artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que... moi qui ai un petit peu d'âge maintenant, on nous avait dit qu'on mangerait que des pilules il y a 20 ans ou 30 ans. Avant l'an 2000, voilà, le fantasme de l'an 2000, on devait ne plus manger que des produits manufacturés. Bon voilà, je pense que la recherche autour de la viande artificielle a toute sa légitimité. Mais moi je reste persuadé que le plaisir, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'avenir, moi je pense que... un des grands facteurs de développement, et on le voit, bien sûr, il y a la viande, il y a un côté nutritionnel. Et si on pense qu'au côté nutritionnel, pourquoi pas de la viande artificielle? Par contre, quand on parle de goût et du plaisir, voilà, je pense qu'on pourra encore longtemps manger de la viande naturelle. Vous mettez ça sous le tapis? Sous le tapis? Non, Oui. pas sous le tapis. Ou Mais vous le traitez quand même factuellement? Est-ce que ça ne mérite pas d'être étudié comme un facteur potentiel de baisse? si, bien sûr, mais je pense que, quand je vous parle de plaisir, pour moi, ça va avec la qualité. Donc, voilà, donc nous, on travaille sur des races allaitantes qui sont élevées à l'herbe, donc qui ont des qualités gustatives exceptionnelles.
qui sont reconnus là aussi par la science aujourd'hui, puisqu'on est capable d'aller analyser de manière très fine les qualités organoleptiques de la viande maintenant. Et voilà, et que le pari que l'on fait, c'est que peut-être demain, les gens mangeront un peu moins de viande, mais de meilleure qualité. Et c'est le travail que font les éleveurs de races allaitantes. Autre phénomène d'inquiétude qu'il faut prendre en compte, c'est le développement des véganes. Est-ce que pour vous, vous avez une solution? Une solution, oui. Enfin, pour moi, j'en ai une, c'est l'éducation. Voilà, c'est juste l'éducation et le retour à des choses simples. La première des choses la plus simple, c'est de dire que l'homme est un omnivore. Voilà, je pense qu'on l'a toujours. C'est une réalité scientifique, si je puis dire, si on parle de science, voilà. Et qu'il faut qu'on rééduque un certain nombre de personnes qui pensent, pour des raisons idéologiques, qu'on peut se passer de tel ou tel ingrédient dans le régime omnivore de l'homme. Voilà, on a du sang gluten, on a du sang viande, demain on aura du sang je ne sais pas quoi. Voilà, moi il me semble que le bon sens c'est la bonne santé. On parle souvent de tel ou tel régime, et quand on regarde ce qu'il y a dedans, ben, il y a de la variété, avant tout de la variété. Et je pense que la santé de la planète, enfin de l'espèce humaine en tous les cas, passe par une consommation raisonnable de tout ce qu'il a à sa disposition dans son régime omnivore. Vegan ou pas vegan, il y avait quand même une diminution de la consommation que vous anticipez, mais quelque part ça peut être une opportunité pour la qualité et la valorisation. Oui, je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'en race allaitante, ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur la qualité, on va continuer. La consommation intérieure, entre guillemets, diminue. Et pour revenir à notre débat, ben, je pense que demain, ça va nous amener peut-être à réexporter de la viande, alors que au cours de ces dernières années, on était plutôt sur de l'équilibre entre la viande importée et exportée. Et je pense que demain, compte tenu en plus de la demande croissante des pays émergents en matière de protéines animales, on a des créneaux à prendre. Je pense que l'interprofession l'a bien compris et travaille sur le sujet. Mais effectivement, alors qu'il y a quelques années, on nous disait travailler pour le marché intérieur, je pense que demain, il faudra aussi qu'on travaille pour l'exportation. Donc vous avez du boulot pour demain, vous? Oui, oui, tout à fait. Non, non, on le voit juste pour compléter Marc. Effectivement, la consommation de viande bovine diminue dans les pays occidentaux, mais elle explose dans les pays tiers. On le voit bien au Maghreb, au Proche-Orient, elle explose. Elle ne demande qu'à exploser. Non, parlons pas de la Chine qui mange 2 kilos de viande de bœuf par an, par personne. Imaginez s'il passe à 4, à 5 ou 10. La demande en viande bovine va exploser dans le monde. Alors après, comment on la produit et où et à quel prix, là, c'est un autre débat. Ça va être l'enjeu des prochaines années. Benoît Laloy, Marc Garbarotto, merci beaucoup d'être venu ici débattre en direct. Merci à vous de nous avoir suivis.